On en serait donc à la dernière étape de cette journée, une espèce de discussion, synthèse sur l'ensemble des contenus qui ont été présentés, les questions en suspens et tout ça. Donc, j'inviterai deux personnes à l'avant, en fait, pour dialoguer une dernière fois aujourd'hui. Donc, M. Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec, et Mme Alison Marchidon, qui est co-responsable de l'axe éthique, gouvernance et démocratie à Lobvia, donc à venir se joindre à moi en avant. Donc, tout au long de la journée, on a vu des exemples positifs. On a vu des exemples positifs, des exemples de projets, des projets terrain, des projets de recherche, des initiatives de recherche à différentes phases utilisant l'intelligence artificielle dans un contexte intersectoriel. On a soulevé plusieurs questions, probablement plus de questions que de réponses, ce qui est très pertinent. Donc, j'ai essayé avec une petite équipe ce midi d'identifier des points chauds, des éléments qui touchent le travail et les maillages intersectoriels dans le domaine de l'intelligence artificielle. Certaines questions vont être plus spécifiques à l'intelligence artificielle, d'autres, je pense, vont s'élargir à l'ensemble des secteurs qui peuvent être touchés par une approche intersectorielle. Donc, j'en ai trop, je vous le dis tout de suite, j'ai trop de questions pour couvrir ça. Et on pourrait avoir d'autres expertises aussi en avant, mais je pense qu'on va explorer en fait vos réflexions sur ça. Ils ne sont pas au courant de tout, je vous le dis déjà, ils vont avoir des surprises, ils vont improviser avec leurs provisions. Donc, on va s'intéresser pour commencer aux conditions d'un travail intersectoriel efficace. Donc, on a parlé de certaines limites, de certains freins qui peuvent rendre plus difficile le travail intersectoriel. On a parlé du financement, évidemment, qui n'est pas toujours présent, donc ça prend des sous. On a du mal à évaluer le coût du travail intersectoriel, mais on a du mal à évaluer les retombées aussi. Je commencerai avec cette question-là. Est-ce que vous avez en tête des pistes pour explorer, en fait, les possibilités du travail, du financement du travail intersectoriel? Je pense que les yeux sont un peu tournés vers les cordons de la bourse. Peut-être une question avant, pour moi. Est-ce que vous vous êtes fait de nouveaux amis? De nouvelles connaissances pendant la journée? Donc, c'est comme ça que ça commence l'intersectorialité. Ça ne commence pas par des budgets, ça ne commence pas par des programmes, ça ne commence pas par rien d'informel, ça commence par de l'intérêt à la base que vous pouvez avoir avec un collègue dans la salle. Donc, par la suite, bien sûr, il y a beaucoup de défis, et c'est vraiment cette base-là, et c'est un peu l'objectif ici de la réunion aujourd'hui, via Ubisoft avec les fonds de recherche, c'est de vous faire rencontrer, sans jeu de cartes, des gens en présentiel pour faire de nouveaux amis, créer de nouveaux liens, interagir et dire « Ah, je vais essayer de faire quelque chose avec vous, indépendamment des fonds de recherche du Québec. » Ça peut aider si on est là, mais indépendamment des fonds de recherche du Québec. Donc, je pense que c'est vraiment cette première... la nécessité de faire arriver de la recherche à saveur intersectorielle, c'est des rencontres, c'est de rencontrer des collègues de différents domaines. Ça a été vrai ici aujourd'hui, mais c'est vrai dans votre collège, c'est vrai dans vos universités. Si je pense par exemple des grandes universités comme l'Université de Montréal, l'Université Laval, vous êtes dans le même édifice. Sur le campus principal de l'Université de Montréal, vous allez toujours au même étage et vous ne rencontrez jamais les personnes qui sont en haut ou en bas de vous. Donc, déjà ici, de trouver des façons, des territoires, c'est peut-être le but de la forge aussi, de faire rencontrer des gens de différents milieux. Ce qu'on a fait au Fonds de recherche du Québec depuis quelques années, qui est un modèle, je pense, des modèles d'intersectorialité, c'est le réseau Québec maritime. Ceux d'entre vous connaissez le réseau Québec maritime. C'est le réseau de recherche sur les inondations et bien sûr aussi l'Observatoire. Donc les trois, c'est des genres de tentatives d'amener les collègues, les chercheurs de différents milieux à travailler ensemble. Et c'est sûr qu'une des carottes qu'on vous a offert, si on veut, c'est un peu de moyens, un peu d'argent. C'est jamais suffisant pour les besoins. Je suis toujours assez impressionné
La semaine dernière, j'avais rencontré Lise avec Guillaume, qui m'ont présenté ce que l'Observatoire va faire au cours de sa première année. Aujourd'hui, j'ai vu davantage au cours des présentations. C'est toujours très impressionnant ce que vous avez réussi à faire au cours de la première année, des collègues de différentes disciplines, différentes universités, travailler ensemble avec le secteur privé. Donc, félicitations. Et pour moi, maintenant, pour nous, là, je n'ai pas parlé avec mes collègues directrices des fonds de recherche du Québec ou les collègues des grands défis de société. C'est maintenant de trouver une façon de vous aider encore davantage. Merci. Est-ce que je peux dépasser le cadre du financement aussi? Oui. Donc, je pense qu'effectivement, le financement est capital quand même avec ça. Donc, oui, il faut faire des relations, il faut avoir du financement, mais il faut aussi changer nos façons de faire de la recherche. Et je pense qu'à cet égard-là, on a tendance à dire, bon, il y a une façon de faire en sciences humaines, il y a une façon de faire en sciences plus dures ou en technologie, ou au niveau dans les domaines plus technologiques. Les langages. Donc, il faut aussi réussir à faire en sorte qu'on puisse se parler, qu'on puisse parler le même langage. Monsieur Jacquier l'a bien montré comment, en fait, avec l'IA, par exemple, il fallait changer nos façons de faire la science. Hein. Donc, on va partir, par exemple, de ce qu'on veut faire comme résultat, donc ce qu'on veut comme résultat, comme expérience commune, et à partir de ça, on va, après ça, voir quels moyens on va prendre, quelles règles on va appliquer, quelles théories. C'est des façons différentes de faire de la science. Nous, ce qu'on appelle en termes plus philosophiques, c'est faire de l'abduction, en fait, plutôt que de faire de la déduction. Et il faut apprendre, je pense, à faire ça. Donc, c'est apprendre à être dans des situations d'ouverture et d'instabilité où est-ce qu'on ne sait pas un petit peu ce qui va se passer. Hein? Ça ne va pas nécessairement suivre les théories habituelles avec lesquelles on est habitué de fonctionner, mais il faut être ouvert à ça. Donc, changer nos façons de faire de la recherche aussi pour justement pouvoir avoir cette rencontre-là avec les autres, parce que si on reste dans nos schèmes de pensée qui sont propres à notre discipline, on n'arrivera pas justement à faire ce maillage-là. Oui, propre à notre discipline, puis probablement propre aussi si on est en recherche, si on est dans une entreprise, si on est dans le milieu artistique, c'est aussi des langages, des vocabulaires, des réalités. Je me permettrais peut-être un petit complément très concret. Je travaille au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un groupe d'acteurs impliqués dans le système alimentaire régional. Et on a mobilisé, en fait, des gens d'une dizaine d'organisations qui agissent au niveau soit politique, soit environnemental, soit communautaire, en santé, au niveau économique, mais toujours au niveau de l'alimentation. On dit de la fourche à la fourchette, donc du champ jusqu'à l'estomac. Et c'est un projet de recherche-action. On veut transformer notre système alimentaire pour qu'il soit plus durable. Donc, on part d'un résultat souhaité et la recherche, en fait, accompagne ce groupe-là et observe tous les mécanismes mis en place. Et la question du financement s'est posée. C'est une recherche hors norme. Et ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y avait moyen, dans des approches intersectorielles, de mutualiser les ressources de tous et chacun. Fait que c'est peut-être une piste aussi, plutôt que de voir qu'est-ce que les gens de l'extérieur peuvent nous apporter. Déjà, quand on fonctionne en mode intersectoriel, il y a plusieurs organisations qui sont impliquées dans un projet. Chacun, des fois, a un peu de moyens, a un peu d'expertise. Et quand on est capable de mettre ces moyens, cette expertise-là, au service du projet commun, mais on se rend compte des fois qu'on a beaucoup plus de moyens qu'on pense. Fait que c'est peut-être une piste de solution. Monsieur Quirion, vous avez parlé des lieux, des endroits, des espaces. Aujourd'hui, on a créé un endroit, on a créé un lieu de dialogue intersectoriel. Est-ce qu'on en a besoin de plus? Où peut-on en créer et comment animer ces lieux-là? Ce serait une deuxième question que je vous poserais. Oui, certainement qu'on en a besoin partout. Au Québec. Et peut-être le modèle ici de la Forge, d'autres compagnies devraient peut-être copier. Je pense que vous n'avez pas pris de brevet là-dessus, donc c'est possible de copier tout ça sans trop de difficultés. C'est du open source. Oui, c'est vrai. Mais aussi dans nos milieux, j'ai parlé un peu là, de départements universitaires, aussi dans les milieux dans nos milieux académiques, on est très souvent cloisonnés. Je pense que là, je compte beaucoup sur les plus jeunes, sur les étudiants qui veulent aller plus loin, qui finalement, les silos disciplinaires, ils veulent les briser. On a entendu parler à quelques reprises aujourd'hui.
On a entendu parler d'université de demain, de formation générale et de la valeur de la formation plus générale. Je vois ici les collègues, là, Denis, Jean-Pierre et Claude Corbeau, qui travaillent avec moi là, sur l'université du futur. Mais je pense que ça va faire beaucoup partie de ça. Oui, bien sûr, si on se dit biochimiste, on doit avoir une bonne base en biochimie, là. Mais on doit aussi être beaucoup plus transversal, horizontal, l'éthique, la gouvernance et l'intelligence artificielle comme outil. C'est un outil, c'est pas une fin en soi, c'est un outil additionnel. Fait que de trouver des façons d'avoir des lieux où on peut vraiment se réunir, discuter, et plus qu'un café étudiant. Dans mon temps, on avait des cafés étudiants, il existe probablement encore, mais c'est pas suffisant. Ça prend des lieux de collision plus riches qu'un café étudiant, et je pense que ça existe déjà dans certains milieux, mais on doit le faire davantage. Oui, à cet égard-là, je pense au niveau institutionnel, et ça aussi, ça a été évoqué à plusieurs reprises, on a besoin de changer nos organisations, nos institutions. On fonctionne encore sur des modèles qui ne semblent plus tout à fait adaptés au nouveau contexte. Le contexte de l'IA, il y a ça de particulier qui vient changer de façon importante nos façons d'entrer en relation, nos façons de penser, notre rapport à la connaissance. Donc, nos institutions, nos organisations doivent changer aussi, mais c'est des paquebots qui sont parfois très difficiles. Donc, il faut réussir à abolir ces murs-là entre les différentes disciplines et entre l'université et les milieux. Oui. J'étais très contente d'entendre parler de gens qui disaient, ben, on a fait des liens avec la communauté. Hein? On parle de plus en plus de sciences citoyennes. Ça, pour moi, c'est fondamental. Il faut aller rencontrer les gens, être à l'écoute des gens qui ont un savoir expérientiel qu'on doit valoriser. La même chose pour les organisations, les entreprises, faire de la recherche-action. Même si on en parle dans tous les livres de méthodologie, il y a plein de chercheurs qui en font, ça reste difficile, il faut réussir à sortir des murs, par exemple, nous, de l'université, et donc des lieux comme ça où est-ce qu'on pourrait faire ces maillages-là. Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des chercheurs en résidence dans certaines entreprises ou organisations, par exemple? Je veux dire, ce serait vraiment un plaisir, et de pouvoir, de ne pas se sentir quelqu'un d'externe quand on vient aussi. C'est ça la difficulté. On arrive là, puis on a l'impression qu'on fait de la disruption, justement, alors qu'au contraire, il faudrait réussir à créer ce climat-là où est-ce qu'il y a de l'échange ouvert. Donc, avec le citoyen, juste pour ajouter un petit peu là-dessus, là, notre programme engagement, bien sûr, là, je ne sais pas si Julie est encore ici, là, c'est notre première expérience, on veut bâtir là-dessus, améliorer. C'est pas simple, mais je pense qu'on doit aller vers ça. Ce ne sera pas 100% de nos budgets, bien sûr, qui vont être là-dedans, mais quand même, je pense qu'on doit le faire davantage. Et en résidence, ça existe probablement encore dans certains centres hospitaliers. Il y a déjà eu des artistes en résidence dans des centres hospitaliers. Moi, ce que j'ai proposé aussi au gouvernement du Québec, c'est d'avoir des chercheurs en résidence dans certains départements gouvernementaux. Vous dites non, je ne veux pas aller travailler là, je ne veux rien savoir de ça. Mais vous pouvez apprendre énormément. Et à l'inverse, nos fonctionnaires venir dans nos laboratoires, dans nos équipes, je pense que ça pourrait améliorer le dialogue entre ces deux mondes-là. Donc, un appel à multiplier les lieux de rencontre, les lieux d'échange, les territoires, en fait, où on peut discuter de manière intersectorielle, dans les institutions d'enseignement supérieur, dans les entreprises. Il y a des centres d'artistes qui le font aussi. Centre Banque, vous avez reçu des chercheurs en résidence, je ne me trompe pas. On parlait aussi, je me demande, c'est pas M. Abrassard qui avait parlé des bibliothèques comme lieu où on peut animer des dialogues intersectoriels dans les institutions d'enseignement et ailleurs. Maintenant, vous avez soulevé une question que je trouve très importante, que j'aimerais qu'on approfondisse un peu, c'est, je vais utiliser des gros mots, là, la rigidité des organisations, des institutions, particulièrement en milieu universitaire où on est séparé en départements, en disciplines, en facultés. On arrive avec une approche méthodologique qui est complètement différente. On parle d'indiscipline. Est-ce qu'il faut qu'on soit un peu rebelle dans nos institutions ou est-ce qu'on peut avoir confiance qu'elles vont être capables d'opérer un changement pour faciliter, disons, l'interdisciplinarité, l'intersectorialité à l'intérieur de leurs murs? Je vais te laisser commencer, puis je vais
Être rebelle, ben c'est peut-être que ça devrait faire partie de la nouvelle définition des profils de chercheurs, hein, parce que ça ne fait pas partie habituellement de ce qu'on nous demande, mais effectivement, peut-être qu'il faut changer les façons de faire. Mais je pense que ça ramène aussi de façon plus fondamentale à la formation. Puis là, je parle de la formation là, dès le plus jeune âge. Moi, j'ai des enfants à l'école primaire, commencent le secondaire. Je veux dire, c'est des façons de nous former aussi. Et je pense que ça ramène à ça. Il y a un mot aussi que Philip Jackson a nommé la question de l'empathie. Ça non plus, ce n'est pas des mots qu'on entend beaucoup quand on fait de la recherche, par exemple. Cette idée-là d'être capable d'être à l'écoute de l'autre, puis il y a une expression, nous, qu'on utilise, c'est l'action transformative. Donc, c'est l'idée de... On n'est pas juste en interaction. Hein, quelqu'un agit, l'autre agit, puis bon, ça fait un ensemble d'actions, une juxtaposition d'actions. Mais c'est vraiment l'idée que quand je suis en interaction avec des gens d'autres disciplines, je suis en train, moi aussi, de me transformer et de changer ma façon de faire et de voir. Donc, oui, peut-être d'être un peu rebelle, mais je pense qu'il faut aussi être un petit peu plus peut-être empathique, puis ouvert aux façons de voir des autres. Donc, il y a ça aussi. Mais définitivement, je pense qu'on a un rôle à jouer pour changer nos institutions qui doivent s'ajuster. On le sait, le contexte de l'IA, c'est quelque chose, ça fait en sorte que tout va vite, les changements vont beaucoup plus vite qu'avant. Bien, il faut qu'on soit capable d'être beaucoup plus agile comme organisation, puis on a un rôle peut-être à jouer là-dedans. Est-ce que les applications de l'intelligence artificielle pourront nous aider là-dedans à repenser nos organisations, à avoir des processus plus fluides peut-être? Ce serait des applications intéressantes aussi à penser. Et là, vous me citerez pas, là, mais je dirais reconnaître et récompenser l'indiscipline. Et ça commence certainement chez nous, au Fonds de recherche du Québec. Lorsque vous nous soumettez des dossiers qui sont évalués, s'assurer que les comités de pairs vont reconnaître des façons de faire différentes. C'est relativement facile. On n'est pas là. Mais je pense que ça s'en vient. L'Université du futur, lorsqu'on discute avec les collègues et amis recteurs, vice-recteurs, je dirais même les doyens, une assez bonne ouverture. Souvent les pires, c'est vos collègues du département. Et l'étudiant, puis il y en a dans la salle ici là, qui ont eu des parcours un peu différents. Ton collègue de biochimie va te dire, pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Tu devrais publier un papier de plus dans Nature. Et les recteurs vont nous dire, c'est facile, l'étudiant qui va avoir un cursus un peu particulier, il peut le faire. Oui, il peut le faire, mais il y a beaucoup de barrières. Donc là, il faut travailler, nous, comme conseil subventionnaire, dans les provinces et au niveau fédéral, de concert avec nos universités pour amener ce changement-là. C'est pas simple, il faut trouver des façons de reconnaître davantage cette indiscipline-là. Et moi, je mise beaucoup sur la nouvelle génération. J'espère qu'on ne les découragera pas trop en partant, là, mais sur la nouvelle génération pour aller de plus en plus vers ça. Merci. Moi, je vous dis un petit truc. À l'Université du Québec à Chicoutimi, on a le mot qui s'appelle projet pilote. C'est comme ça qu'on réussit à faire tout ce qui sort du cadre. OK, on va l'essayer. Retenez ça. Nous, on appelle ça audace d'un sens. Ouais. Vous avez parlé, j'avais dans mes notes quelque chose qui a été mentionné aujourd'hui, valoriser les généralistes, valoriser les passeurs. Le rôle de l'éducation, c'est quelque chose d'important aussi. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'assister à une espèce de retour du balancier après des décennies à former des gens de plus en plus spécialistes? Est-ce qu'on ne recommencerait pas à valoriser justement les généralistes? Et est-ce que ça ne commencerait pas aussi à transparaître dans la formation, même des plus petits, là? Bien, en fait, c'est intéressant que vous posiez cette question-là parce que moi, j'enseigne dans un département de philosophie et éthique appliquée. Alors, quoi de plus inutile que de la philosophie? Donc, on est très peu valorisé. Non, mais c'est vrai, je veux dire, soyons honnêtes, là, on est très peu valorisé dans nos universités. On est très peu prisé aussi comme département parce que, pourquoi? Bien, parce que c'est pas utile, c'est pas productif.
Or, je pense que quand on regarde le développement, comme des secteurs qui se développent, comme celui de l'IA, je pense qu'on a une utilité. Et je sens, en fait, dans cette vague-là, et là, je ne sais pas si je suis trop optimiste, mais je sens qu'on fait plus appel à nous que dans le passé, quand il y a eu d'autres développements technologiques. J'ai vraiment l'impression que la main est plus tendue, qu'on est plus pris au sérieux et qu'on nous accorde plus de valeur. Bon, je parle spécifiquement de mon point de vue, mais je pense que de ma discipline, mais je pense qu'on peut le voir dans différentes disciplines plus générales aussi en sciences sociales. Je pense que de plus en plus, des disciplines plus techniques viennent nous chercher. Donc, on a parlé d'instrumentalisation. En éthique, on a toujours été instrumentalisé, hein, parce qu'on avait besoin d'un sceau, une garantie de dire, bien, regardez, ce qu'on a fait a été approuvé par des éthiciens ou tout ça. Donc, j'espère qu'on va réussir à passer au-delà de cette instrumentalisation-là pour vraiment voir cette valeur-là qu'il a, le dialogue, justement, entre différents points de vue. Mais effectivement, je pense que cette formation-là, plus générale, nous, on pose des questions. On ne donne pas de réponse, mais c'est une façon d'apprendre à poser des questions. Et je pense qu'en plus qu'on se posera de questions, justement, plus cette rencontre-là pourra être fructueuse et pourra avoir des résultats intéressants. Je pense qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. On a fait des progrès. À mes étudiants doctorants, il y avait quelqu'un ce matin qui passait sa thèse. Là. Je ne me rappelle pas qui c'était. Là. Je disais souvent à mes étudiants, le jour où il passait sa thèse, ben, aujourd'hui, tu es la personne dans le monde qui connaît le plus sur ce sujet-là. Là. Alors aujourd'hui, tu connais tout sur rien. Mais le temps, c'est le temps de commencer à apprendre d'autres choses, une formation un peu plus horizontale. Donc, je pense qu'il faut essayer d'avoir davantage d'arrimage entre les différentes disciplines, sciences sociales, génie, médecine, etc., plutôt dans le cursus. C'est sûr que notre système de financement des universités n'est pas organisé comme ça. Donc, on va sûrement en parler dans le cadre de l'Université du futur là, pour davantage valoriser ce genre de maillage-là. Mais je pense qu'on n'est pas encore là. Malheureusement, là, c'est peut-être plus ouvert qu'avant. Mais il reste encore beaucoup de défis. Je dois dire que pour nous, de travailler plus étroitement les 3 fonds de recherche du Québec, ça nous oblige jusqu'à un certain point. Je pense qu'on aime ça maintenant, là, mais ça nous oblige à penser, OK, comment l'autre réfléchirait à ce type de questions-là et de mettre les gens, les différents types d'experts autour d'une même table très tôt dans le processus. Et encore une fois, je pense que les jeunes le veulent davantage. Et l'intelligence artificielle et certaines autres nouvelles technologies, comme les chaînes de blocs, qui ont été utilisées, l'ordinateur quantique et autres, là, je pense que de plus en plus aussi, les gens qui sont beaucoup du côté technologie, et comme par exemple Ubisoft ici aussi, là, si le citoyen n'en veut pas de ces bébelles-là, ben on va un peu perdre notre temps. Là. Je pense que les OGM en Europe ont montré là, que la technologie, c'est beau, mais c'est fait totalement dans un vacuum. Maintenant, la société n'en veut plus de ça. Donc, comment s'assurer au point de départ qu'on travaille tous ensemble et qu'on inclut les citoyens, si on peut, comme dans la Déclaration de Montréal, je pense que c'est très, très important de faire ça. Ça ne va pas dire que ça va être facile, puis ça va en général être plus long, mais en bout de piste, ça va avoir beaucoup plus d'impact. Je vais faire du pouce là-dessus. On a parlé de temps. On a vu dans la présentation de M. Jacquet, je pense que vous avez dit que ça allait vite, hein, que c'était rapide. On est, je pense, dans une société où tout va vite déjà. Dans notre vie quotidienne, on manque de temps. Les technologies évoluent à vitesse grand V. Est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre un peu les limites des humains dans la capacité d'intégrer ces changements rapides-là, les limites de nos organisations sociales aussi? On voit comment nos gouvernements sont encore dépassés par des modèles comme Uber ou Airbnb. Est-ce que même on a questionné la capacité de nos modes de gouvernance, en fait, à gérer ces innovations-là? Donc, est-ce qu'au niveau humain, sociétal, légal, politique, est-ce qu'on n'est pas un peu dépassé? Et si oui, comment
C'est une grosse question, là. Je pense que ça mériterait 2-3 jours de colloque. Okay, je vous laisse quand même vous essayer. Comment, en fait, tirer le meilleur de l'intelligence artificielle et de tous les développements technologiques qui se fait à ce niveau-là, tout en respectant la capacité des individus, des organisations et des sociétés à encaisser ces changements-là? Bien, en fait, j'ai trouvé ça intéressant qu'on commence ce matin avec des expériences de maillage avec des démarches plus artistiques. Ça aussi, pour des chercheurs qui sont à l'université, des fois, ça nous sort un peu de notre zone de confort. Moi, ça m'amène à un mot qui me semble très important, créativité. Hein? Et cette créativité-là, je pense qu'on en a besoin pour repenser nos façons de prendre nos décisions au niveau individuel, au niveau collectif aussi, donc tant en termes de gouvernance de notre société que de nos organisations et nous, individuellement, quand on prend nos décisions. Donc, l'IA, je pense qu'elle a ce potentiel vraiment intéressant de venir appuyer nos décisions, donc de venir nous donner de l'information utile dont on a besoin et qu'on n'est pas capable nous-mêmes là, de tout compiler. Donc, je pense qu'on doit tirer parti de ça, mais il ne faut pas que l'IA vienne prendre les décisions à nos places. Donc, je pense que c'est vraiment ça la nuance. Donc, l'utiliser comme moyen, mais nous, notre valeur ajoutée, hein, comme humain, c'est la créativité. Donc, c'est de voir après ça, on a accès à plus de données, donc ça peut nous permettre de prendre de meilleures décisions, mais maintenant, il faut se donner des processus créatifs qui vont nous permettre de bien utiliser ces données-là et non pas de laisser les machines prendre les décisions à nos places. Donc, créativité mêlée avec un outil de plus en plus puissant pour être mieux informé, justement, quand on prend nos décisions. Côté, tu as mentionné aussi là, nos gouvernements à tous les niveaux, que ce soit fédéral, provincial ou municipal. C'est pas d'hier, puis ça va être la même chose demain, je pense, malheureusement. Il n'y a pas de temps de réaction rapide. De penser qu'ils vont être en avant de la parade par rapport à l'intelligence artificielle. Tu as mentionné Uber. Présentement, c'est certainement pas juste au gouvernement du Québec, je pense que c'est vrai dans plusieurs autres gouvernements. Tout le monde a le message, tout le monde doit faire de l'intelligence artificielle ou utiliser de l'intelligence artificielle, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, le message que je reçois très souvent, c'est il faut y aller, pourquoi? Fait que ça, c'est pas simple non plus, là, parce que c'est tellement un genre de mode. L'humain, quand on pense à l'humain, c'est vrai que ça va très vite, mais je suis toujours très optimiste. Et je pense que l'humain, oui, il y a des limites, mais je pense qu'il est capable d'en prendre encore. Si on revient en arrière, puis on voit quand la découverte de la locomotive, la société en changeait tellement vite, l'âge industriel et tout ça, on n'est plus capable de suivre. C'est vrai. Fait qu'on a suivi. Et c'est vrai que maintenant, c'est peut-être plus taxant, mais je reste assez optimiste que. Mais il ne faut pas s'attendre à ce que nos gouvernements vont être capables de suivre à cette vitesse-là. Ça c'est bien, bien évident, là. On en discutait avec certains collègues avant, je peut-être avec Yves, là. Le fait qu'il n'y a aucune taxe encore sur les GAFA ou tous les revenus GAFA, ça, c'était pas trop compliqué à faire, il me semble, là, mais c'est pas fait encore. Le fait qu'il y a ce genre de réalité-là au niveau purement justice, les lois, les règlements, c'est long. Je me demande des fois si l'absence de cadre réglementaire ouvrirait pas des portes à l'indiscipline, justement. Dans certains cas, oui, puis ils le font. Les GAFA, ils ont pas mal d'indiscipline. Oui, hein, c'est ça. mais tout à l'heure, on a mentionné l'idée du sandbox, du regulatory sandbox, je pense. Ouais. Je trouvais ça intéressant quand même, parce que c'est vrai qu'en même temps, les réglementations, les cadres ne vont pas assez rapidement, et en même temps, on avance dans l'innovation. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas justement se doter de structures un petit peu plus flexibles pour justement regarder les différents cas particuliers? On arrive avec une technologie, OK, on va asseoir différentes personnes de différentes disciplines, justement. Donc là, on revient à cette interdisciplinarité-là pour discuter de ce cas-là, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment est-ce qu'on peut l'encadrer correctement, hein, d'une façon à permettre l'innovation, mais sans faire en sorte qu'il va y avoir des conséquences négatives qu'on ne veut pas qu'il adviennent. Et c'est un peu ce qu'on essaie, puisque moi, je n'étais pas là-dedans vraiment. Là, on participait, nous, comme
en appui. Mais la Déclaration de Montréal, c'est un peu ça aussi. Oui, des experts du milieu académique, mais même plus que ça, le grand public, et voir jusqu'où on peut aller là-dedans. Est-ce que la loi va venir, le règlement va venir après? Non. Mais le public, je pense que le public a donné un peu, je dirais, la marge de manœuvre. Dire, oui, nous, on est peut-être prêt à l'accepter, l'autre un petit peu moins. On essaie de faire la même chose, je dois dire, pour l'accès aux données, parce que ça va beaucoup ensemble aussi. Là, on n'a pas encore réussi. Je pense que le public aimerait aller plus loin que nos règlements, nos lois présentes. Mais je trouve ça intéressant parce qu'on a abordé l'interdisciplinarité, l'intersectorialité comme étant la présence de plusieurs chercheurs de différentes disciplines autour de la table, comme la présence des citoyens, des experts, des entreprises, des artistes, mais le politique, on en a peu parlé. Donc peut-être que si ces gens-là étaient aussi partie prenante des démarches de recherche, d'innovation, en amont, en fait, des résultats, on gagnerait du temps un peu. Peut-être. Ça, il y a beaucoup de travail à faire de chacun d'entre nous dans la salle, là. Pas juste moi. Ouais. Ou peut-être que les bâtons dans les roues vont arriver plus vite aussi, mais bon. Non. Je vais rester dans le domaine de l'intelligence artificielle, puis peut-être dans certains enjeux que ça peut soulever. J'ai été touché ce matin par quelque chose que Jérôme Duprat a montré, c'est la carte des inégalités de revenus à Montréal en lien avec la qualité de l'environnement bâti, particulièrement pour le verdissement. Puis ce qu'on observait, c'est que dans les quartiers les plus défavorisés, c'est là qu'il y a le moins d'arbres aussi. Puis ça, au niveau des sciences sociales, c'est documenté. Souvent, c'est les pauvres mêmes individus qui vont être victimes d'inégalités sociales, économiques, environnementales. Est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, on n'est pas en train d'en rajouter une couche avec des inégalités numériques? Donc, est-ce qu'on n'est pas encore en train de, je dirais, stigmatiser des gens qui n'ont pas la littératie numérique et qui ne sont pas capables de suivre le développement au profit d'autres qui vont très bien maîtriser, en fait, ces outils-là puis qui vont être capables de tirer leurs épingles du jeu? Donc, un questionnement éthique, mais ça tombe bien, on a la co-responsable de l'axe éthique de l'Obvia avec nous. Mais encore là, je pense qu'on revient à cette idée aussi de responsabilité partagée, hein, où est-ce qu'on doit, on a une responsabilité. Donc, l'État doit réglementer, mais il doit aussi peut-être s'assurer qu'il va y avoir une formation adéquate des personnes dans tous les milieux. Ce que je trouve intéressant avec l'IA, c'est que justement, ça nous permet peut-être de découvrir des injustices qu'on ne connaissait pas, hein, de les voir, de les visibiliser un petit peu plus. Donc, est-ce qu'on ne peut pas utiliser justement ces outils-là pour savoir où est-ce qu'ils sont justement ceux qui ont plus besoin de formation, de support pour prendre ce virage-là vers l'IA? Ça pourrait être intéressant, me semble-t-il, mais définitivement, il y a des questions à se poser en tant que société. Hein, je pense que c'est une co-responsabilité de l'État et des entreprises aussi, des organisations qui emploient ces gens-là. J'ai trouvé ça intéressant. Tout à l'heure, on parlait, quand vous parliez du fait que certaines personnes avec certains rôles, là, on réalisait que leur rôle était devenu un petit peu obsolète. Mais comment est-ce qu'on fait pour changer leur rôle? Donc, pas juste dire, merci, bonsoir, on n'a plus besoin, mais plutôt de voir comment est-ce qu'on peut aider cette transition-là. Là aussi, donc, il y a effectivement des réflexions éthiques intéressantes à avoir. Pour ce qui est des arbres ou environnement à Montréal, je pense que vous regardez à Québec, vous allez avoir la même chose, malheureusement. Et ça, c'est une des inquiétudes qu'on avait dès le point de départ et une des raisons d'avoir créé l'Observatoire. C'est que s'assurer que dans le futur, tous nos concitoyens, les plus jeunes ou plus âgés, va parler le langage de l'intelligence artificielle ou le langage numérique. Parce que ça devient aussi important dans notre société que d'apprendre à écrire et à parler en français. Donc, il y a des risques que les groupes défavorisés le deviennent encore davantage parce qu'ils n'auront pas, entre guillemets, ce langage numérique. Donc, il y a énormément à faire au niveau des gouvernements, au niveau de notre société pour le demander encore davantage. J'ai commencé très tôt. Déjà, de toute façon, ils ont des neurones de plus que moi, nos jeunes. Ils ont quelques neurones numériques dans leur cerveau. Et tu commences à utiliser ça, c'est très facile pour eux, ou ça semble très facile, tel plus jeune âge. Mais c'est quand même une inquiétude qu'on a. Le Québec, par exemple, est une société âgée.
Est-ce qu'on va laisser toute une proportion importante de notre population s'isoler davantage parce qu'ils ne comprennent pas ce langage numérique-là? Donc, il y a beaucoup, beaucoup à faire de ce côté-là. Je pourrais ajouter aussi à ça, parce que moi, je vois mes enfants qui, effectivement, manient la technologie. Là, je veux dire, je pose mes questions à ma fille de 12 ans. C'est elle qui règle mes problèmes sur Internet et tout ça. En même temps, je pense qu'il va falloir faire attention aussi aux problèmes inverses. Hein? Oui. Je veux dire, c'est rendu, tout est articulé autour de la technologie. Oui. Fait qu'encore là, je pense qu'il faut, je le disais tout à l'heure, je pense que l'IA, il faut qu'elle vienne nous aider, il faut que ce soit un outil capacitant. En même temps, il ne faut pas que ça devienne, que ça prenne toute la place. Et je pense que cet équilibre-là, en tout cas, moi, je le vois, là, c'est très difficile à établir. Et ma fille qui a sa tablette à l'école, bien, à un moment donné, la tablette, elle est partout, là. Puis à un moment donné, c'est, bien, j'en ai besoin parce que je fais mon devoir, j'en ai besoin pour j'écoute ma musique dessus. Ah non, mais je ne suis pas en train de... C'est un équilibre. Non, mais donc, il faut voir, faut lui donner cette place adéquate là aussi. Donc, il ne faut pas non plus être obnubilé par ça. J'étais vraiment impressionnée par le fait que vous n'avez pas de téléphone. Bravo. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr convaincu que je dirais bravo, là. Il y a des extrêmes, des limites, quand même. mais il y a les limites à mettre donc, de l'autre côté. Fait que je pense qu'il y a cette réflexion-là aussi à avoir. Donc, assez, mais pas trop non plus. C'est vrai. Mais ceux qui ne parlent pas du tout, c'est encore pire. Je pense qu'ils vont être encore plus défavorisés que ceux qui en... Fait qu'il faut contrôler ceux qui en utilisent trop, mais ceux qui n'en utilisent pas du tout, qui vont rester totalement à l'extérieur, ça va être un très grand problème. OK. Donc, on parle d'inclusion. Je vais terminer peut-être avec cette dernière question-là qui est un petit peu plus globale, large, puis on va revenir peut-être, sortir du thème de l'intelligence artificielle pour revenir sur le travail intersectoriel. On a parlé des défis humains autour du travail collaboratif intersectoriel. On dit qu'on doit croiser des langages qui sont différents. On doit croiser des temporalités qui sont différentes aussi. Le temps de la recherche n'est pas le temps de l'entreprise, n'est pas le temps de l'artiste. On a parlé des risques d'instrumentalisation, donc des gens qui vont chercher de l'expertise intersectorielle, mais pour leur bénéfice, en leur confiant un rôle, mais on n'est pas dans la co-construction. On a sorti des mots aujourd'hui comme humilité, comme vulnérabilité, comme empathie. Donc, je terminerai avec cette vaste question. Comment créer des espaces sécuritaires au point de vue affectif, au point de vue humain, pour que les gens aient confiance et osent sortir de leur zone de confort pour aller explorer, peut-être un petit pas à la fois, des nouvelles approches, des nouvelles méthodes? On les envoie au centre Bang à Chicoutimi, là. On les fait côtoyer des artistes. Vas-y. Non. Vas-y. On se renvoie là-bas. On a besoin de temps. Non, vas-y. Pour moi, je pense que ça arrive beaucoup plus que... Je pense qu'on est un peu... Ta question est un peu... Ça date de 2-3 ans comme question. Je dirais, je pense qu'on a quand même fait des progrès depuis quelques années. Lorsqu'on voit des résultats de certains des projets de recherche, il y en a ici dans la salle, là, programme Audace. Aussi, il y a un partenariat avec la Wallonie-Bruxelles et les 4 ou 5 projets qui ont été financés. Vraiment, c'est très, très, très intersectoriel lorsqu'ils nous présentent ça. Waouh, t'es totalement rendu ailleurs, là. Fait que je pense que il y a moins... les gens ont moins peur. C'est sûr que dans la salle, vous êtes probablement plus des convaincus, là. Mais globalement, je pense que ça a fait un peu tache d'huile au cours des dernières années. Et oui, c'est plus difficile. Oui, ça prend plus de temps. Mais lorsque ça fonctionne, le moment de Eureka est tellement plus satisfaisant que finalement, les gens voient autour de toi. Pourquoi tu es content de faire ça? Et là, ils disent, ben, peut-être que je devrais suivre un peu le même modèle, là. Je pense qu'on commence à briser ces murs-là. Il reste encore des défis, mais on a fait du progrès, je pense. C'est difficile pour nous aussi, vous le disiez, là, comme universitaire, on est habitué avec le temps universitaire. Je pense que la récompense, c'est probablement justement de voir des résultats concrets. Souvent, on fait des études peut-être plus... on voit moins les impacts,
Donc, je pense que si on commence aussi à inclure ça dans notre façon de penser la recherche, donc de voir les impacts, et là, peut-être qu'on va être capable justement de s'ajuster à ce rythme-là qui est peut-être plus rapide des attentes sociales, des attentes des entreprises, des organisations qui ont besoin de ces recherches-là aussi ou qui ont besoin de cette collaboration-là. Merci beaucoup. Moi, je compléterai en disant que chaque fois qu'on met ensemble des humains qui ont des perspectives différentes, il y a toujours un risque, mais il y a toujours autant d'opportunités, en fait. Et je suis convaincu que la meilleure façon de développer la confiance, c'est de le faire, de plonger. Et des événements comme celui d'aujourd'hui, en fait, je pense, sont des occasions de discuter dans la bienveillance, dans l'empathie, dans le respect, dans l'ouverture, pour découvrir, en fait, la richesse de travailler de manière intersectorielle. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté à ce jeu.